Francis Laloé, donc anciennement chercheur à l'IRD. Moi, je reste toujours très impressionné par cette question de l'anthropocentrisme. Et mon sentiment n'est pas de savoir comment en sortir, mais comment le gérer. Il me semble que les sujets de droit dont on évoquait la possible qualité d'être sujet de droit qu'ils ne sont pas actuellement et qui sont non humains, en fait ont comme caractéristique de ne pas parler ou de ne pas pouvoir parler autrement que par l'intermédiaire de gens qui les représentent. Et alors le mot représenter est assez intéressant au sens modèle de représentation, donc, mais aussi qui les représentent pour leur intérêt. Alors l'intérêt des représentants ou l'intérêt des représentés, la chose est discutable. Mais ce qui est intéressant, c'est que les sujets en question n'ont pas le moyen d'être leurs propres avocats, si j'ose dire, et surtout n'ont pas le moyen de valider et de légitimer les avocats qui vont s'afficher comme leurs avocats. Et leurs avocats peuvent être très en contradiction les uns avec les autres. Et en particulier, alors bon, je crois que le mot lobby a été employé une fois, mais les lobbies, les lanceurs d'alerte, qui sont aussi des lobbies, enfin, je veux dire, sont extrêmement contradictoires. Et en fait, la discussion à propos de leur légitimité ne se fait pas en relation avec les gens qu'ils représentent, mais entre eux. Et donc, on est bien dans une situation, à mon avis, où on ne peut difficilement faire autre chose que de parler des relations entre les acteurs à propos de leur environnement. Ce qui avait été évoqué, je crois, au début du premier exposé. Alors, pour le reste, moi, et ça, c'est apparu très clairement, cette histoire de relations entre acteurs à propos de leur environnement, dans l'exposé sur le pastoralisme. Je crois que c'était entièrement... on parlait de ça, enfin, vous parliez de ça, et c'est très bien, je veux dire, c'était passionnant, mais je veux dire, ce qui me gêne parfois, c'est de dire il faudrait s'en sortir, et je crois qu'on ne peut pas s'en sortir, en fait. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Et alors, dans le domaine, là, j'ai posé la question sur c'était les 3% de vertébrés sauvages. En fait, bon, moi, je m'intéresse aux poissons, c'est pour ça que j'ai posé la question. Donc, en fait, ils sont en plus. Enfin, c'est pas très important, ça. Mais dans ma communauté d'Alieutes, je veux dire, mes collègues, et c'est quelque chose que je n'ai jamais réussi à intégrer réellement, ont découvert la gestion écosystémique des pêches. Et alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire que, en fait, quand on regarde les représentations, ce sont des représentations d'écosystèmes sur lesquels il y a un impact de l'activité humaine. Et l'impact de l'activité humaine est entièrement représenté, encore le mot représenté, est entièrement représenté par, en fait, un ensemble de paramètres en nombre égal au nombre de boîtes qu'on a mis dans l'écosystème, puisqu'il faut avoir l'impact sur chacune des boîtes. Et donc, en fait, c'est la représentation de l'écosystème qui détermine la représentation de l'exploitation qui va faire l'objet d'une gestion. Et en fait, plus l'écosystème est complexe, et effectivement, il y a une complexité de l'écosystème, je dirais, exploité qui est mise en place, et on en a parlé, mais plus la représentation de l'exploitation est simpliste. En ce sens qu'elle est une liste de paramètres qui n'est pas fixée par l'ensemble des gens qui pratiquent cette exploitation, mais par rapport à la chose qu'ils exploitent. Et le summum de la simplicité, finalement, si on y réfléchit bien, c'est les protéger. Puisque là, c'est très complexe, et finalement, la chose peut-être la plus efficace, la plus intelligente qu'on peut dire, c'est on ne va pas intervenir du tout. Donc ça, c'est très simple. Et c'est pas idiot, enfin je veux dire, c'est pas du tout une critique des aires protégées que je veux faire par là, mais ce que je veux dire, je vois mal comment on peut sortir de cet anthropocentrisme. Bon, et finalement, pour moi, le meilleur moyen, c'est d'en parler le mieux possible et de le gérer le mieux possible. Mais toutes les tentatives que j'ai vues, et en particulier avec la gestion écosystémique des pêches, m'ont semblé de nature, en fait, à être hyper anthropomorphiques, en excluant l'homme de la représentation de la chose exploitée. Enfin, voilà, donc c'est plus une petite expérience. Non, juste peut-être une précision sur, en tout cas nous, dans notre présentation, ce dont on parlait quand on parlait d'anthropocentrisme. Je suis d'accord sur les questions de représentation et de manière de représenter. Dans notre exposé, je pense que ce qui nous interpellait, c'est plus la vision utilitariste qu'il y a derrière l'anthropocentrisme, de voir comment on peut
utiliser, gérer un espace et ses ressources. D'ailleurs, quand on parle de ressources, c'est vraiment l'utilitarisme, pour essentiellement le seul bénéfice de l'homme. Et le regard qu'on propose pour essayer de passer de cet anthropocentrisme à un écocentrisme, c'est de prendre en compte les besoins et les perceptions, les modes de vie, les modes de représentation des autres organismes vivants au sens large. Et donc ne pas penser la gestion de notre milieu uniquement pour notre seul intérêt. Alors je comprends que c'est compliqué, parce que se pose la question de, à ce moment-là, quel autre intérêt on fait valoir, parce qu'il va y avoir le problème de représentation, et je suis tout à fait d'accord sur le problème de la contradiction et des luttes de pouvoir qu'il va y avoir dans les représentants de ces différents intérêts. Mais je pense que déjà le fait de décentrer le regard et d'aborder la gestion d'un espace, d'un territoire, pour quelque chose de plus large que les seuls bénéfices des sociétés humaines, ça fait déjà avancer pas mal les choses, je pense. Moi, j'avais une question, enfin un commentaire aussi. Donc Aurélie Botta, directrice de l'Unité Green. J'avais un commentaire en lien avec une lecture culturelle, socioculturelle de justement ces rapports au manual. Donc effectivement, vous êtes tous au CIRAD. On est tous intervenus dans des pays avec des cultures et des régimes juridiques divers. Et finalement, et ça rebondit avec la question de Francis sur comment appréhender les différentes anthropocentrismes, parce que finalement chaque culture a aussi chaque culture, sachant qu'un pays n'est pas égal à une culture, mais chaque culture a aussi sa propre perception de l'anthropocentrisme. Et du coup, si déjà on articulait les différentes visions anthropocentriques, il y en a clairement certaines qui sont plus proches d'une vision des communs. Et du coup, voilà, il y aurait aussi des ouvertures de ce côté-là. Et voilà, c'était pas présent dans vos travaux. C'est sans doute aussi lié à vos disciplines respectives et à vos cadres d'analyse. Mais voilà, c'est une remarque. Et puis voilà. Pour moi, je réponds, mais j'ai répondu aussi. Non, moi, je pense qu'il ne faut pas mélanger l'anthropocentrisme et la manière avec laquelle on le traite. La manière avec laquelle on le traite, on le prend. Je veux dire, oui, voilà. L'anthropocentrisme, ça veut dire que le regard, il est centré sur la position de l'homme. Bon, Nicolas dit, on essaye d'avoir un regard qui soit décentré, qui ne mette pas l'homme au centre. Après ça, la façon dont tu le mobilises, l'anthropocentrisme, il peut avoir des façons très différentes. Tu peux, voilà, je veux dire, voilà, ouais, c'est ça. Donc tu peux. Certaines peuvent être plus proches des communs, de visions plus systémiques, d'autres de visions plus positivistes, plus réductionnistes, avec la réification de tout ce qui bouge, enfin voilà, de tous les non-humains, je sais pas quoi. Je veux dire, c'est deux choses qu'il faut distinguer, quoi. Olivier Barrière de l'IRD. Il y a un exemple récent depuis 2016, la loi biodiversité. Notre législateur a introduit la notion de préjudice écologique pur. Alors c'est extrêmement intéressant, révolutionnaire quand même. On va voir comment ça va être traité, bien sûr, mais en termes de fiction, c'est particulièrement intéressant parce que là, pour le coup, c'est pas du tout anthropocentré. C'est-à-dire qu'au lieu qu'un préjudice écologique classique, donc porte dommage à une personne physique ou une personne morale, là, le fait que le préjudice soit causé simplement aux non-humains, pour être, même si ça peut paraître flou, c'est au moins ça a le mérite d'être clair, eh bien, c'est défendu, représenté par l'État, des associations, etc. Donc c'est un outil juridique qui existe, qui a été quand même récemment mis dans notre ordre juridique, et je pense que ça c'est intéressant. Et ça montre que le droit, là, eh bien, est peut-être prompt à une certaine forme d'innovation. Je reste volontairement
comment dire, optimiste, bien sûr, et je m'en, comment dire, mais pas vraiment naïf, parce qu'effectivement, par ailleurs, il est extrêmement, le droit de l'environnement, alors là, c'est le prototype d'un droit extrêmement, enfin, occidental, extrêmement anthropocentré. Et là, je reviens effectivement à ce que disait à juste titre Bernard, hein. On parle de moins en moins de culture, d'ailleurs, on parle plus d'ontologie. C'est-à-dire une manière de voir, de se représenter le monde, le rapport qu'on a aux êtres vivants qui sont différents de nous. Et cette ontologie naturaliste qui nous caractérise en Occident, et peut-être certainement plus qu'en Occident, mais n'est pas universelle en soi. Il existe d'autres formes d'ontologie. D'Escola, bon, on a fait une lecture intéressante. On peut aller plus loin, d'ailleurs. C'est des ontologies qu'il ne faut pas voir comme quelque chose de très arrêté, de très formaté, au sens cloisonné. En fait, c'est des ontologies, il faut les voir un peu hybridées, plutôt. Hein. Et il y a, par exemple, notre ontologie naturaliste. Quand on reprend notre droit international ou droit français, eh bien, on se rend compte que il y a quand même cette idée d'interdépendance qui apparaît. Il y a cette idée que finalement, même si effectivement, en même temps, il y a la notion de service écosystémique, donc la notion de service qui est bien là, eh bien, l'homme est au cœur, mais parfois est moins au cœur d'eux. Donc on est dans une forme d'ambivalence parce qu'on se recherche. Parce que nos sociétés se recherchent. Et là, on dit, bon, on est arrivé à un point où il s'agit de sortir peut-être de certaines façons de voir les choses pour opter pour un autre paradigme. D'autres paradigmes. Alors, l'économie circulaire, par exemple, voilà un enjeu extrêmement positif, intéressant. L'agroécologie, etc. Donc, on a quand même des pistes. Hein, pour être un peu optimiste, il y a quand même des manières de voir les choses. Une manière de voir les choses pour l'avenir, de manière constructive. Le pastoralisme, l'activité pastorale est pleinement reconnue quand même dans le droit français depuis 1972, est pleinement reconnue dans la loi montagne, hein, comme d'intérêt général. C'est pas rien de déclarer quelque chose d'intérêt général. Ça veut dire que ça va surplomber les intérêts particuliers, donc le régime de droit de propriété. Et ce qui là a été dit tout à l'heure, mais ce qui est important de retenir des communs, c'est qu'on est dans une autre logique, on entre dans un autre paradigme. Ça, c'est intéressant parce que donc là, on doit sortir du cadre du régime du droit de propriété pour autre chose. Alors là, on va m'enfermer en disant ça ici, c'est clair. Hein, mais parce que c'est quoi s'il n'y a pas de propriété, il y a quoi? On m'a traité déjà de fou. Mais quand on travaille en Afrique et qu'on a une analyse qui n'est pas ethnocentrique, hein, pas anthropocentrique, ethnocentrique, c'est-à-dire en fonction de ses propres référents culturels à soi, eh bien, on ne peut pas dire, tiens, chez les Peuls, le propriétaire de... Non, ils cultivent, tu as eu cette terre, quel droit tu as, comment ça se passe? Et donc, on est obligé d'avoir une articulation différente. Et il y a un rapport au monde qui est complètement différent. Au Rwanda, par exemple, avant les différentes lois qui ont institutionnalisé et gangréné la terre de cette propriété absolue, là, hein, eh bien, on me disait, on ne peut pas rendre la chose, ça ne peut pas être un bien, la terre, parce que c'est forcément un patrimoine. Que vont faire nos enfants après? Ils ont besoin de cette terre pour vivre, etc. Donc, je pense que plus que la notion de bien, moi je mettrais la notion de patrimoine. La notion de bien commun me dérange beaucoup, parce que c'est un bien, donc c'est une chose aliénable par définition. Donc, et c'est un oxymore, bien et commun, donc ça veut dire quoi? C'est du patrimoine civiliste, c'est quoi? On est dans quelle classe? Donc ça, c'est les économistes qui nous ont un peu déroutés, et qui ont un peu brouillé, qui brouillent volontairement d'ailleurs, parce qu'on a un système qui s'auto-entretient. Hein, faut penser à l'autopoïèse, c'est l'auto-reproduction. On a un système qui s'auto-entretient, et tout en nivelant et en détruisant les autres systèmes, en faisant croire qu'il est universel. Alors le droit de propriété, non, n'est pas un régime universel, c'est un régime qui est né d'une histoire, etc. Et les communs, eh bien, moi j'ai commencé mon doctorat en Afrique, et toutes mes années en Afrique, je n'ai vu que du commun.
Bon, vous allez me dire, bien sûr, en milieu urbain, on a essayé de développer le droit de propriété. Bon, mais c'est minime et c'est anecdotique. Maintenant, on le voit beaucoup plus, bien sûr, en milieu urbain, parce que ça, bon, la terre a un prix, etc. Donc voilà, pour terminer, cette histoire de... Enfin, pas cette histoire, pardon. Ce paradigme du commun, c'est véritablement une autre façon de penser le monde. Et c'est vrai que c'est pas gagné. Non, je ne peux n'être que d'accord avec Olivier. Michel Alliot, qui a fondé le laboratoire d'anthropologie juridique de Paris, il nous disait toujours dis-moi comment tu penses le monde et je te dirai comment je pense le droit. Comment tu penses le droit. Donc ça, c'était pour répondre aussi à Aurélie. Sur le fait que le droit n'étant qu'une construction sociale, qu'une représentation de la réalité, naturellement, on est obligé de considérer les mythes fondateurs qui le structurent, en fait, qui déterminent la manière dont il va se structurer. Et puis les différentes logiques qu'il va mobiliser. Donc, dans ce que nous avons essayé de raconter, oui, c'était l'approche par les communs mobilise de toute façon différents points de vue, et c'est un peu ce qu'on a voulu aussi dire en parlant de chemin faisant. Et la question que j'ai essayé d'aborder tout à l'heure par rapport aux normes générales et abstraites, c'est que la construction, elle se fait évidemment à partir des interactions et des multiples interactions entre différents points de vue. Et ça, c'est déjà c'est la base, en fait, pour pouvoir justement interagir et pouvoir partir des pratiques elles-mêmes. La leçon d'Escola aussi sur ces quatre cosmologies, c'est pour conclure que de toute façon, en toute situation, ce sont des constructions sociales. C'est-à-dire que la vision qu'on se donne du monde, dans quelque société que ce soit, c'est une construction sociale. Donc sur la base, c'est bien la question ontologique qui est derrière. Et on peut même en changer, on peut faire des hybrides et des emprunts, et on peut même en changer au cours du temps, ce qui a été le cas chez nous. Voilà. Et de ce fait, effectivement, ce dont on discute là, c'est de passer à autre chose. C'est bien de se fonder sur une autre ontologie qui ne repose pas sur la réification de tout ce qui est autour de nous, mais au contraire sur ce qui crée les interdépendances, les relations, les synergies, enfin, ce qui fait que ça a été dit par l'un d'entre vous, que ce monde, il tourne, il se transforme. Bon, ça, c'est vieux truc, mais je veux dire, le vivant ne survit que parce qu'il se transforme, quoi. Et donc, c'est aussi le long terme, le dynamique, le changement. Donc, vouloir fixer et réifier pour catégoriser, enfin, c'est un des problèmes des gens de la biodiversité. Je veux dire, c'est de partir de la classification. Bon, linéenne. Et puis, effectivement, après, quand on fait des biomasses, c'est les vertébrés. Parce que s'il faut prendre la biomasse de l'ensemble du monde vivant, ah, mon Dieu, mon Dieu. Et puis, bon. Ouais, en fait, c'était pour répondre à ces deux points-là. D'une part, sur une pensée très personnelle, mais finalement, j'ai l'impression que l'anthropocentrisme qui serait le plus abouti voudrait finalement essayer de préserver le monde vivant tel qu'on le connaît aujourd'hui et les interactions telles qu'elles le sont. J'entends par là que la vie a existé bien avant la venue de l'Homo sapiens. Elle a fleuri sous plein de formes et elle survivra probablement à l'Homo sapiens quoi qu'il arrive. Et en fait, si l'on regarde les choses différemment, la préservation des interactions du monde vivant telles qu'on les connaît aujourd'hui et sont celles que l'homme a connues et qui a permis d'aboutir à la forme que l'on connaît aujourd'hui, elles sont nécessaires à l'homme pour sa survie. Et donc préserver ces interactions, ce vivant, c'est nécessaire à la survie de l'humanité. La vie continuera quoi qu'il arrive. On voit les formes de vie qui vivent des nématodes dans les eaux de l'Antarctique ou des poissons à des milliers de mètres de profondeur. La vie, elle existera sous différentes formes de vie. Donc au final, vraiment, la préservation du vivant sous quelque forme qu'il soit, domestiqué ou non,
elle est nécessaire à la survie de l'humanité. Donc finalement, c'est peut-être ça l'anthropomorphisme, l'anthropocentrisme, pardon, le plus avancé. Et l'autre point, en fait, c'était une pensée en lien avec différents éléments, dont des choses que Bernard a évoquées, sur la question tu disais que les ressources sont finalement pas des objets, mais le produit d'interaction d'entités vivantes avec leur milieu, ainsi de suite. Et finalement, ça me faisait penser à la grille de lecture des menaces que tu as souligné aussi, où en relisant un peu les différents exposés, j'avais l'impression que l'un des éléments que je retrouve dans nos 3 sujets, c'est que derrière la menace, c'est cette notion d'incertitude. Et si l'on parle, ça me fait penser à cette question d'interaction entre des entités vivantes qui crée cette interticide au-delà des interactions. J'entends par là que, pourquoi on parle de risque ou de menace, l'homme essaye de contrôler, de prévenir, d'anticiper des choses négatives qui pourraient lui arriver et qui, en bonne partie, naissent des interactions entre les entités vivantes et avec leur milieu. Et donc, j'ai l'impression que de passer si on veut vraiment décentrer le regard et la manière de gérer nos interactions avec le vivant, c'est aussi d'accepter ces incertitudes qui naissent de ces interactions. Et c'est là où il y a un saut, j'ai l'impression, qui est énorme au niveau de notre manière de penser le monde et de ne pas vouloir forcément gérer le monde. Est-ce qu'on est capable de passer à ce stade-là, de dire on ne veut pas forcément penser en termes de menaces et de gérer ces interactions? C'est d'accepter qu'il existe des processus dont on fait partie, mais pas uniquement, dont on subit, dont on tire des bénéfices, mais dont on subit également des contraintes. Et donc, si on doit se décentrer, il faut accepter qu'il y a des choses qui soient produites, qui soient des choses qui soient partiellement négatives pour les sociétés humaines. Et hors contrôle. Par incertitude, c'est ce que j'entends, et hors contrôle. Mais là, on voit qu'il y a un saut, cognitif assez conséquent. Hugo ? Alors ma question sera peut-être hors sujet, je m'excuse par avance. Mais en fait, si je résume un peu ce que j'ai compris de vos différentes présentations sur la relation homme-animal, on a beaucoup parlé de relation homme-homme et comment est-ce qu'on replaçait les animaux là-dedans. Je pense que finalement le premier exposé de Muriel était particulièrement explicite de ce côté-là, où j'avais l'impression d'avoir un descriptif d'une institution qui se construisait, se déconstruisait et asseyait son pouvoir et ce que ça impliquait pour les animaux. Et les 2 autres exemples sur la conservation et le pastoralisme montraient des dynamiques un peu. Et ma question, c'est donc comment est-ce que la grille de lecture que vous proposez, donc sur l'appropriation, sur les risques et les menaces et les communs, comment la comprendre du point de vue des animaux ou d'un animal ? De ce qu'on sait de comment fonctionnent les autres espèces. Moi, je peux répondre sur un point de vue écologique. Après, je vous laisserai compléter, répondre également. Je me suis posé cette question, en fait, aussi, entre autres en préparant le séminaire, parce que cette notion d'appropriation, elle est présente chez beaucoup d'espèces territoriales. Tu fais de l'écologie, toi aussi. Donc, chez beaucoup d'espèces animales, on considère que ces espèces sont territoriales. Donc, elles sont appropriées par rapport aux autres individus de leur même espèce, leur même population, des parcelles d'un espace. Donc, l'idée de l'appropriation pour d'autres organismes vivants existe également. Après, sur les notions de menace ou de risque, pour la majorité des organismes vivants, ils font face à plein de risques, ils essaient de survivre, et ils constituent eux-mêmes des menaces, des risques pour d'autres entités. Là où peut-être c'est différent, c'est quand on essaie d'intégrer l'ensemble de ces entités vivantes qui cohabitent, coexistent dans un même espace et interagissent. Et c'est là où on propose de penser un peu différemment, quoi. Et entre autres, des organismes vivants qui ne sont pas forcément en interaction directe. Ils partagent un espace et il y a plein de liens indirects. Et le fait même qu'ils coexistent sur ce même espace provient du fait qu'ils sont en interaction. Donc la pensée écologique, si on replace l'homme dans une vision écologique de la gestion des espaces, elle implique de placer l'homme dans ce réseau d'interaction et de considérer que l'homme n'est simplement qu'une entité dans un réseau d'interaction trophique, mais pas que, il y a plein de liens indirects. Voilà. Pour répondre en partie à ta question sur les aspects plus écologiques, si vous voulez compléter. Je ne sais pas si je répondrai à la question, mais d'un point de vue économique,
le fait de réfléchir par les communs, les modes d'appropriation et d'envisager du coup l'animal dans ce contexte, c'est plus de rétablir justement ces relations et ne plus le voir l'animal comme un produit, un monoproduit, une monoressource. Et c'est justement de considérer. Alors, on avait réfléchi un temps à ce qu'on parlait d'intégrité fonctionnelle ou d'entièreté de l'animal. C'était considérer l'animal, vu qu'il est en interaction avec beaucoup d'éléments, forcément, il fait beaucoup de choses, quoi. Il a beaucoup de fonctions, pas forcément des fonctions, mais il faut l'envisager justement dans toutes ces interactions, et qui sont marchandes, non marchandes, et rétablir un peu tout ça, quoi. Je sais pas si c'est clair. Enfin, ça répond pas vraiment à la question, mais ce que je veux dire... Non, c'est pas de ça que je parle, c'est de ce que je veux dire. Non, enfin moi, du point de vue de la santé animale, ce que je voulais souligner par rapport à cette approche de commun, c'est qu'avec les maladies émergentes, c'est vraiment l'occasion de repenser toutes ces catégories, justement, entre homme, animal, même de ce que c'est qu'une maladie, parce que du coup, on se rend compte que on a des virus qui sont toujours en évolution et que fixer à partir de quand c'est une autre maladie, on a des frontières qui deviennent extrêmement difficiles à définir. Les maladies, donc, on s'intéresse de plus en plus aux maladies qui sont communes aux hommes et aux animaux, et donc on se rend compte vraiment aussi là que cette barrière d'espèces est pas si évidente. Les frontières entre les pays, on voit leur porosité. Donc c'est vraiment l'occasion de repenser toutes ces catégories avec les maladies émergentes, mais justement cette montée en puissance de cette question de la sécurité clôt un peu le débat, et c'est ça que je voulais souligner. Et que justement cette remise en cause de toutes ces catégories qu'on aurait pu voir émerger, c'est un rendez-vous manqué. Dans l'exemple de la santé, tu peux repasser le micro là. On en a déjà discuté puisque je connais un peu tes travaux, mais bon, c'est vraiment le gouvernement des hommes à travers le gouvernement des animaux. Je veux dire, ce qui est vraiment visé par One Health, etc., c'est le contrôle sur les populations humaines. Bon, et là, on a trouvé un bel argument, appuyé aussi par la science, par les pathogènes, par la connaissance sur les pathogènes. Mais la finalité de ça, c'est quand même... à l'échelle globale, le gouvernement des hommes, et on va se le faire, c'est pas pensé comme ça, mais au nom de la santé à travers l'animal. Puis tu as bien dit, puis tu mets bien en évidence que l'animal, il est complètement absent de la question que tu traites, quoi. Bon, voilà. Il est un facteur parmi ça, mais le but, ces dispositifs-là ne s'intéressent aux animaux que par rapport à la façon de contrôler les populations humaines, leur développement, leur pathologie, leur répartition sur la planète, leur démographie, leur état de santé. On est loin, effectivement, il n'y a pas moins soucieux de l'animal que la problématique de la santé animale, si je peux dire. Et on pourra reprendre après. Je veux dire quelque chose là-dessus. Il y a justement ce point de vue réaliste, c'est le point de vue un peu que j'adopterais volontiers, que j'ai d'habitude. Les communs, je vois bien toute la dimension wishful thinking qu'il y a, c'est-à-dire qu'une nouvelle approche pour penser différemment les choses. En même temps, ça me paraît parfois un peu interactionniste, donc un peu fixiste, et pas très historicisé. Bon, donc ça peut être un problème, même si ça l'est forcément, je pense, dans l'écologie, parce que la dynamique, c'est quand même assez fondamental. Il y a des échos parfois presque pensée systémique, presque back to la cybernétique. C'est assez étonnant. Mais c'est vraiment ça, c'est la dimension, concrètement, les communs, qui les promeut, où en est l'avancée de la cause. Les communs comme l'approche, comme... pas seulement comme volonté de transformer le monde ici et maintenant au Sierra ou ailleurs, mais justement ailleurs, qu'est-ce qui se fait? Est-ce qu'il y a vraiment des réalisations? Est-ce qu'il y a face à la dure réalité des choses et des pouvoirs et des institutions déjà là, etc., et de l'intérêt gestionnaire aujourd'hui, par exemple, concrètement, ça donne quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme réalisation? Parce que j'ai l'impression qu'on est un peu en train de penser comment on va pouvoir changer le monde et qu'on passe d'un registre scientifique, on va dire descriptif, on essaie de comprendre comment les choses marchent, à un régime un peu normatif, prescriptif, mais dont je me demande bien concrètement
qu'est-ce qu'il donne comme résultat, quoi. Mais parce que je connais pas du tout la question. Je pourrais juste donner un élément de réponse. D'abord, j'ai pas l'impression que l'approche par les communs vise nécessairement à produire un régime normatif et prescriptif. En fait, bien au contraire. Et en fait, ce qui et bon, je vais pas là développer l'ensemble des points de vue sur les communs parce que justement, ils sont multiples, ils sont très divers et ils sont souvent même radicalement opposés. En fait, donc il y a tout et son contraire. Et c'est aussi quelque part l'intérêt de concepts flous, même si naturellement il convient de les identifier, de les décrire, etc., etc. Mais au-delà de ça, je vais me rattacher plus au droit déjà. Je pense que c'est vraiment important pour pouvoir non pas forcément changer le monde ou faire la révolution, parce que si vous avez, j'espère qu'on a essayé de faire on n'a pas la réponse encore. Donc, il y a beaucoup à mon sens, à notre sens, il y a beaucoup de pratiques de communs. Il y a beaucoup de communs qui existent. Il y a beaucoup de communs aussi qui meurent, qui ne survivent pas, qui vivent, qui ont vécu. C'est quelque chose de dynamique. Et c'est donc pas quelque chose, c'est pas une entité en soi qui va apporter la panacée à l'ensemble des problèmes du monde. Ça, c'est clair et c'est pas du tout notre projet. Donc, promouvoir les communs, bon, peut-être que ça va faire avancer les choses, mais en tout cas, penser qu'il est possible de promouvoir les communs, ça, je suis persuadée que déjà, c'est une possibilité dont on ne peut pas aujourd'hui s'abstenir. Et c'est, je pense, une possibilité qui n'est pas si évidente, parce que vraiment, la division entre privé et public, et comment le droit et l'économie se sont saisis de ces deux choses pour régir l'entièreté du monde, c'est pas quelque chose qui laisse spontanément la place à des dynamiques qui pourraient être naître des pratiques, naître des interactions, naître de quelque chose d'autre qui pourrait se poser. Comment ? C'est pas fait pour. Donc déjà reconnaître qu'il est possible de laisser un espace à cette dynamique, de pouvoir la reconnaître, pas nécessairement l'institutionnaliser, mais déjà permettre le fait qu'elle soit. C'est déjà, je pense, quelque chose d'important parce que ça peut apporter des perspectives auxquelles préalablement on n'avait pas pensé. Donc, comme Nicolas vient de dire, effectivement, ça veut dire qu'on n'est plus en situation de contrôle optimal et qu'on n'est plus dans une perspective de planification, de gestion et de... Et il faut effectivement lâcher prise, ce qui est difficile, y compris dans le cadre d'analyse scientifique, parce qu'on n'est pas dans une démarche, effectivement, où on va décomposer le monde pour pouvoir l'expliquer et on va pouvoir accorder à telle ou telle discipline la possibilité de démontrer que le petit point là, il fonctionne comme ça parce que... toutes choses étant égales par ailleurs, on a démontré que... Donc on n'est pas du tout dans cette logique-là, donc c'est effectivement un exercice de style dont il nous semble aujourd'hui qu'on ne peut pas se passer et que l'on souhaite investir. Donc, Williams Daré Lucirade. Merci pour la présentation, parce que je la trouve super stimulante en fait, même si on est dans la même équipe. En fait, par rapport à la réponse que tu as donnée à Hugo, on voit dans ta réponse finalement que tu reprends le terme d'appropriation territoriale sans employer le terme de territoire, et que finalement tu restes dans, enfin mais pas que toi. Finalement, on voit bien qu'on a une espèce d'incapacité ou une limite cognitive à pouvoir penser le monde différemment de ceux dans lequel on a été formé. Et du coup, je me demande si, bien que je trouve la proposition super stimulante et assez révolutionnaire, je dirais, je me demande dans quelle mesure, en fait, c'est pas finalement utopique, en fait, d'essayer de catégoriser le monde sans prendre en compte nos propres perceptions du monde, qui ferait que, du coup, on pourrait prendre en compte d'autres types de perceptions du monde.
sachant qu'en plus c'est nous êtres humains qui réfléchissent, enfin qui se posons ces questions. Donc du coup, je me demande dans quelle mesure en fait on n'est pas dans un cercle sans fin. Enfin, je vois pas comment répondre à la question. Enfin, je trouve la question très riche et très intéressante, très stimulante, même scientifiquement parlant ou intellectuellement parlant. Mais je sens comme une difficulté à passer le pas, quoi, en fait, tu vois. Ouais, je sais pas si je vais réussir à te convaincre parce que les choses sont pas forcément évidentes pour moi non plus. Mais me viennent deux choses, en fait, dans la manière